Bonjour et bienvenue dans Double Jeu, le podcast pour les professionnels de la vente et des achats. Je suis Olivier Monin, anciennement acheteur puis vendeur, aujourd'hui formateur, conférencier et humoriste. Ouais, ça fait beaucoup, mais pourquoi pas. Qu'est-ce que les acheteurs peuvent apprendre aux vendeurs et réciproquement ? Nous accueillons pour ce premier épisode Sandrine Fouchet qui connaît bien les deux côtés de la table. Elle va vous raconter son parcours et ce qu'elle en retient. Sandrine, bonjour. Bonjour Olivier. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler de ton expérience et sur l'achat et sur la vente. Alors déjà pour commencer, j'aimerais que tu nous expliques ton parcours que j'ai qualifié de double switch. Oui, un parcours un peu atypique. Alors je suis dans le domaine du laboratoire depuis plus de 25 ans maintenant. Alors j'ai commencé à travailler en laboratoire et puis le hasard de la vie a fait que j'ai dû créer mon laboratoire parce que mon chef était médecin, donc peu présent dans le labo. Et donc, je me suis mis à acheter pour le laboratoire. J'avais déjà cette double casquette. J'étais à la fois à la paillasse et aux achats du labo et à la création du laboratoire. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis, à force de rencontrer des fournisseurs, un jour, il y en a une personne qui m'a dit « Mais dis donc, ça vous intéresserait pas d'être commercial ? Je vous sens bien la fibre pour ça. » Bon, alors, étant pas très bien payée, hein, comme beaucoup de personnes dans les laboratoires, je me suis dit, je devais avoir 25 ans, je me suis dit: «Allez, zou, j'y vais, je tente, si ça me plaît pas, je reviendrai dans le monde du laboratoire». Et puis, j'y suis restée, depuis, on va dire, entre guillemets, en tout cas une bonne vingtaine d'années. Donc, je suis passée commerciale. Donc cette fois-ci, j'étais de l'autre côté, hein, comme je disais toujours, je suis passée du côté obscur. Ah, Voilà, pour les c'est le commercial, d'accord. Ouais, voilà, parce que et je pense que ça l'est toujours peut-être un petit peu moins maintenant, mais à l'époque, c'est les commerciaux, c'était quand même un peu, voilà, c'était de l'autre côté, voilà. Et donc du coup, j'ai vendu, tout ce qui était produits, équipements, tout ça pour les laboratoires pendant pas mal d'années. J'ai même été spécialiste et cetera, donc j'ai fait des démonstrations, enfin vraiment. Et en fait, à une période donnée aussi, j'ai été chef produit. Donc ça, hop, je prends une autre casquette, donc plus marketing, com, et cetera. Et puis le terrain m'a manqué, donc parce que je pense quand même aimer beaucoup la partie vente. Et du coup, j'ai repris la casquette de vendeuse sous une autre entreprise. Et voilà, et j'ai refait ça pendant 6 ans. Alors j'étais dans la gestion des grands comptes, donc c'est une vente un petit peu particulière. C'est pas de la vente traditionnelle, ce qui m'a permis de voir d'ailleurs pas mal de choses un peu différentes. Et en fait, depuis 1 an maintenant, un peu plus d'1 an et demi, je me suis mise à mon compte en tant que consultante achat. C'est-à-dire, je suis revenue dans le métier. Alors, je l'ai été un tout petit peu quand j'étais chef produit, puisque comme je travaillais pour un distributeur, on achetait et revendait. Donc, j'avais beaucoup de relations avec les fabricants et je devais donc acheter avec des prix pour la France. Voilà, donc il y avait quand même cette partie-là. Mais là, du coup, c'est vraiment de devenir consultante achat. Et en fait, c'était pourquoi ? Parce que je me suis aperçue, donc depuis pas mal d'années, je voyais pas mal de start-up ou de petites entreprises qui n'avaient pas de service achat. Parce que, bon, c'est vrai qu'en dessous d'un certain volume, c'était pas forcément intéressant pour eux. Mais qui, du coup, ne négociaient pas ou très mal. Se retrouver dans des situations. Alors, parce que j'avais été de côté de la vente, je voyais bien leurs difficultés, mais quand on est vendeur, on ne peut pas toujours non plus, on est représentant d'une entreprise avec un chiffre d'affaires, une marge ou quoi que ce soit. Donc bon, voilà, on n'est pas toujours à pouvoir faire, même avec la meilleure des bienveillances. On peut pas toujours, on est là aussi pour rapporter de l'argent à notre entreprise. Et je voyais que voilà, certaines entreprises étaient vraiment, avaient fait les mauvais choix, alors déjà techniques, mais aussi financiers, et cetera. Donc je me suis dit qu'il y avait un trou dans la raquette et que, en dehors de gros cabinets de consulting qui coûtaient extrêmement cher, trop cher pour ce type de taille d'entreprise, je me suis dit voilà, une consultante à son compte, on va dire avec un plus faible budget, permet de justement de revoir un peu tous les achats, et puis même lors de la création d'un laboratoire, parce que je fais des créations de laboratoire aussi. Donc effectivement, j'ai switché depuis 25 ans, achat,
vendeur, marketing, achat. Donc, et aujourd'hui, c'est un peu mon concept d'aujourd'hui, hein. Je suis consultante achat, mais pas vraiment, on va dire, très traditionnelle. C'est-à-dire que j'ai du coup une vision à 360 d'une entreprise. J'appelle ça le 360 cost killing, parce que justement, j'ai une vision globale. C'est-à-dire, je vois pas juste l'achat acheté, mais qu'est-ce qui va devenir au sein de l'entreprise, de toute la chaîne de valeur, et cetera. Et par exemple, si tu achètes quelque chose qui va être dans le produit, qui va être vendu à des clients, Oui, et ben, la qualité du produit va aussi impacter la vision future de ton client sur ce que tu vas fabriquer, par exemple. oui, Donc, voilà, c'est un peu ça peut être aussi, des fois, j'ai parfois conseillé des entreprises par leurs achats, ils avaient la possibilité de vendre aussi des choses en plus aux clients, et cetera. Donc, mmh, j'ai une vision un peu, cette casquette, ces multicasquettes m'a permis aussi de proposer, on va dire, une façon d'acheter qui était pas très traditionnelle dans le métier, on va dire. Voilà. d'accord. Alors oh là et on va aller dans l'inverse chronologique de ce que j'ai pu entendre. Quand tu parles de vision à 360°, est-ce parce que c'est donc là, on comprend mieux le double switch, hein, le fait que tu sois passé d'un métier à un autre et que tu sois revenu au premier, entre l'achat et la vente. La vision à 360°, en quoi elle tient au fait que tu aies occupé les 2 fonctions commerciales opposées? Bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire que, c'est très enfin, moi, je viens de très, très grosses entreprises, donc tout est silonné, hein. Il y a la vente, un département vente, même on a le département achat, même on le voit, enfin, moi, dans le domaine des laboratoires, même ceux qui vendent, soit des prestations ou moi, dans ma dernière entreprise, c'était une société qui faisait des prestations d'analyse. Donc on Ouais, avait les laboratoires et on avait la vente auprès des clients. Et tout est quand même assez compartimenté. Donc, ce qui fait qu'il y a des fois, en tant que vendeuse, j'étais un peu là avec mon produit ou mon service en train de me dire: C'est peut-être pas forcément adapté complètement des fois aux clients et des choses comme ça». Et puis, il y a des fois, on avait des idées, de vente, pour nos clients, mais après, ça avait du mal un petit peu à remonter, ouais. jusqu'à la bonne personne, voilà. Et donc c'est un petit peu ça. Et puis pareil, quand on achète, on a une vision, plus financière, des choses. Alors bien sûr, il y a le cahier des charges, donc on va regarder la qualité, les délais, les prix, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Puis maintenant, on évolue vers les impacts environnementaux. Donc voilà, ça s'alourdit encore. Mais je dirais que par exemple, dans l'achat qui va peut-être être, dans la solution finale que va proposer, l'entreprise, finalement, on n'en a pas trop conscience, en fait. C'est-à-dire que, ça va être ce qu'on appelle le donneur d'ordre, celui qui va vouloir acheter ce produit-là au sein de Mmh. l'entreprise, qui va faire appel à l'acheteur, qui va négocier, qui va rencontrer les fournisseurs. Mais ça s'arrête là, en fait. Après, bien Ouais. souvent, des fois, alors ça dépend de la taille de l'entreprise, hein, mais toujours est-il que c'est aussi compartimenté. Et du coup, des fois, j'ai déjà vu, en tout cas, des quiproquos, entre les achats, la vente, il y avait les discours, puis des fois des personnes qui court-circuitaient les achats Oui. tellement, la communication devenait compliquée, et par exemple, s'adresser directement aux vendeurs, pour pouvoir acheter parce que, de passer par l'acheteur, ça devenait plus compliqué qu'autre chose. Et toi, tu penses que parce que c'est quelque chose que j'ai entendu encore récemment, c'est que les vendeurs et les acheteurs au sein de la même boîte se parlent pas et il y a des idées qui circulent vis-à-vis de ça. Soit c'est pas une bonne chose, soit c'est pas autorisé. Alors ça, j'ai bien aimé, la théorie des complots sur le fait que ce soit pas autorisé. Toi, est-ce que tu penses qu'en quoi ça peut être bon qu'ils se parlent? Est-ce que, par exemple, c'est pour empêcher ce que tu viens de citer, par exemple? Alors moi, je pense que de toute façon, dans une entreprise, c'est bon que tout le monde communique à toutes les strates. Ah, ça, la communication, pour moi, c'est un des gros, gros problèmes des entreprises d'aujourd'hui. Et je dirais que de tout ce qui est outils IT, c'est bien, mais ça a encore plus cassé, on va dire, les choses. Moi, à un moment, alors, une toute petite période de ma vie, j'étais Customer Success Manager, donc j'étais en lien entre le client et la production. Donc, tu vois, j'ai fait aussi un petit peu ça. Et c'était pas on va dire, c'était pas quelque chose d'inutile, parce que effectivement, plus tu as d'étapes intermédiaires entre ces divisions, on va dire, d'une entreprise, et puis plus tu Oui. perds de l'information.
et puis même le message peut être transformé, voilà. Donc je pense qu'effectivement, il faut communiquer. Alors bien sûr, faut pas communiquer sur tout parce que la réunionnite aiguë, c'est pas bon non plus. Mais il y a un moment donné, quand on fait par exemple, un choix d'un futur produit, que va vendre l'entreprise, Mmh. c'est bien que toutes les entités de l'entreprise aient conscience de ce qui va être proposé et Mmh. alerte sur les choses qui pourraient, moi je sais pas le nombre de fois où, on m'a mis, le produit entre les mains, dans le meilleur des cas, on m'a formée et on m'a dit: «Bouh! Va le Vas-y vendre. vends, Ouais. va le vendre» et c'est vrai qu'il y a des fois tu es là: «Mais non, mais attends, là, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas» et puis en gros, on te dit: «Beh, tu es prié d'y aller, tu es là pour vendre et pas pour, remettre en cause, tout le travail qui a Ouais. été fait avant». Donc c'est pour ça que oui, je pense qu'il y a des fois, au niveau des ce qui est acheté par l'entreprise alors je parle bien sûr pour la conception, hein. Il y a des achats dans l'entreprise qui sont enfin je dirais des achats de base, voilà, qui ne nécessitent pas forcément d'avoir toutes les personnes de l'entreprise. Mais un truc basique, tu vois? Ça peut être même, pour des voitures de fonction. Combien Ouais. de fois, on ne consulte pas les commerciaux sur, les voitures dont ils pourraient avoir besoin? Alors, j'imagine pourquoi. Sinon la folie des grandeurs serait Ce sera là. moins cher si on leur demande pas, ouais. Voilà, mais il y a des fois, tu peux te retrouver avec des commerciaux qui font des démonstrations d'appareils et qui n'ont pas la voiture avec le coffre qui permet de mettre l'appareil dans la voiture. Tu vois? C'est des trucs D'accord. bon Ouais. basiques, mais voilà. Donc je pense que la communication doit être là, bien cibler ce dont on va parler, mais ça permet d'avoir, la vision finale de cet achat. Par exemple, une Ouais. matière première, alors j'ai pas d'exemple dans le cas, mais il y a des fois, il y a un produit, qui va être, ou une matière première qui va être achetée, qui va donner un rendu dans le produit final Mmh. et finalement, bah, ça va être très important au niveau de la vente. Mmh mh. Alors rendu ou aspect, enfin voilà, je sais pas, une peinture par exemple, un truc tout Mmh. bête, une peinture, tu peux avoir une peinture, qui va faire, cheap et puis tu as une peinture qui va faire, beaucoup plus, classe. Alors Mmh. forcément, si toi en tant que vendeur, on va te demander ça, une version en prix haut de gamme et puis que tu te retrouves avec un truc qui a un look un peu cheap, forcément c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Donc voilà, c'est là où je pense qu'il faut communiquer, c'est que, il faut que tout le monde comprenne, ce que l'entreprise va vendre et à qui, quel segment, quel, niveau de prix et cetera et du coup orienter, tout ça. Après, il y a toujours la notion de rentabilité, Et bien sûr, ça reste une donnée d'entrée, mais en tout cas, ça peut donner de la motivation aux acheteurs, de savoir comment le client final le perçoit. oui, alors comme je dis, tous les achats ne concernent pas, on va dire le produit final, hein, bien sûr, mais il y a des fois, ça peut avoir un impact et s'il y a pas de discussion ou de vision, on va dire finale, des Ouais. fois c'est voilà, c'est même parfois, il peut y avoir une séparation entre ceux qui fabriquent et ceux qui vont les vendre. Oui. Donc ceux qui Oui, vont bah, faire la conception, du produit. ce que tu disais, le cloisonnement était assez total. Il concernait pas juste les achats et la vente de l'entreprise, mais Bah, il y a des études de marché qui sont faites. Enfin voilà, on lance généralement, on lance pas un produit comme ça, en se disant: «Tiens, ça va être sympa, on va le faire et on va voir si ça marche». Mais entre le moment où on décide de la création d'un produit ou même d'un service et le moment où il va mmh mh. sortir, il peut se passer du temps et le marché peut évoluer et finalement ne plus être adapté au voilà et des fois l'acheteur peut avoir un rôle, voilà, si un exemple concret puisque je suis un peu dans les achats responsables. Demain, on te demande, alors que ça soit pour les entreprises, pour les bilans carbone et cetera, mais même de quand produire, on va te demander de plus en plus de faire de l'éco-conception. Bah, Ouais. clairement, là, l'acheteur, il va être sollicité. Donc là, on va pas avoir juste à lui dire: «Bah, tiens, il faut telle matière première», alors je sais pas si c'est dans l'alimentaire, j'en sais rien, une matière première, une farine par exemple, pour faire des Mmh. biscuits et ben, maintenant ça va être une farine bio ou voilà, tu vois? Il y aura, il y a des choses comme ça où tout d'un coup, bah, on va aller voir l'acheteur en lui disant: «Bah, maintenant le marché a changé, mon produit doit changer, Mmh. on remonte tout
Et voilà. Sauf que l'acheteur, il a peut-être passé des contrats avec les fabricants. Enfin, tu vois, il y a des fois, c'est sur du long terme, avec des cadenciers de livraison, des choses comme ça. Donc voilà, il y a des fois, il y a une certaine inertie à tenir compte. Et je pense que quand même une communication, on va dire, pas régulière, mais en tout cas, à des moments donnés, ça peut quand même bien changer les choses. En tout cas, moi, c'est ce que je fais avec mes clients. Je pose toujours des questions au-delà de ce qu'ils achètent, en fait. D'accord. Alors, il y a d'autres choses que tu avais dit sur lesquelles je voulais rebondir. Bon, le côté obscur, ça, ce sera pas vraiment une question, mais tu vois, tu es aux achats, tu vois que le commerce est côté obscur. Quand tu demandes aux vendeurs, le côté obscur, c'est plutôt les achats. Donc, je ne sais pas si ta vision s'est équilibrée au fur et à mesure de ton parcours, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'on t'avait proposé de passer commercial parce qu'on sentait que tu avais la fibre. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors là, c'est une bonne question. Je pense que moi, j'ai toujours vu la vente sous le conseil, le partage, voilà, de transmettre quelque chose. Alors bien sûr, on est tous là pour vendre et faire du chiffre d'affaires, etc. Mais comme je ne faisais pas du porte-à-porte, moi. J'ai jamais fait de vente porte-à-porte. Je pense que porte-à-porte, tu peux vendre et puis après, si le client il n'a pas été content de ton truc, c'est pas trop grave. Moi, c'était des clients que je voyais régulièrement. Ouais, ouais, en fait, tu opposes la logique de grand compte au one shot. C'est ça? Oui, mais même sans les grands comptes, j'ai été commerciale longtemps, pour, des laboratoires académiques. C'était des moins ouais, en chiffre d'affaires, des plus petits chiffres d'affaires que des grands groupes pharmaceutiques, mais j'y allais tout le temps. En fait, j'allais les voir 1 fois par semaine, 1 fois par mois, enfin voilà. Donc Mmh. si par hasard j'avais fait quelque chose ou j'avais vendu quelque chose qui était pas, où ils avaient une déception, clairement j'étais perdante dans l'histoire. Il fallait pas que ça se passe comme ça. Ah Donc oui, j'ai d'accord. Donc, toujours, toutes tes ventes étaient l'objet d'une fidélisation et bien sûr. de tenir ce sur quoi tu t'engageais? Oui, oui, parce que tu as différents types de clients. Tu as la partie prospection où là, c'est, tu fais découvrir ton entreprise et puis tu as la Ouais. partie fidélisation parce que si tu les gardes pas, le matelas de chiffre d'affaires, tu vas partir et tu as tout à refaire à chaque fois, chaque année. Donc non, non, c'est important de Et c'est voilà, plus dur de les remplacer que de les fidéliser, en termes d'effort? bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et puis après, tu peux faire du business additionnel, c'est-à-dire que tu peux fidéliser et ajouter du chiffre d'affaires chaque année sur ces mêmes clients. Donc forcément, si tu fais mal ton job, tu risques pas de faire ça. Donc c'est pour ça que je pense que moi j'ai toujours axé là-dessus, mais voilà, je m'étais toujours dit que si un jour voilà, je faisais, enfin, au moment où je me suis mis dans la vente, je me suis dit je vais rester sur cet objectif-là parce que c'est ce que j'aurais aimé voir en face de moi. Quand j'étais acheteur de mon laboratoire, alors j'en avais certains commerciaux qui étaient comme ça et c'était ceux que j'appréciais le plus. Ah, il va falloir que tu développes ça. Ah! Ah bah oui, ah bah Mais si. parce que attends, tu peux avoir attends, il y a autant de profils de commerciaux qu'il y a de profils d'êtres humains. Et quel est celui que tu veux avoir? Quel est celui sur lequel tu préfères tomber et avec lequel tu préfères collaborer quand tu es acheteuse? Ah, alors alors déjà quelqu'un qui a fait l'effort de te connaître. Ça, c'est Connaître dans le sens personnel ou dans le non, sens enfin, de connaître ton entreprise, qu'est-ce que tu achètes et cetera. d'accord, c'est au-delà de la personne. OK, Il y a une grosse majorité de vendeurs qui vont voir leurs clients et qui ne le connaissent finalement pas très bien. oui, Alors il y a des fois quand c'est de la prospection, c'est difficile. Tu es là justement pour découvrir un petit peu tout ça. Mais enfin, oui. tu as minimum aujourd'hui, en plus moi je te parle de ça il y a 25 ans, hein, donc imagine, C'est les encore le cas, je t'assure. Ouais. ah ouais. Je pense que ce que tu dis est encore très valable. Voilà, alors qu'aujourd'hui, il y a quand même pas d'excuses. Je veux dire, il y a pas 12 milliards d'outils pour savoir, même tu vas sur Papers, tu peux connaître tout, de savoir la situation de l'entreprise, même financière. Voilà, donc tu as quand même voilà, un travail en amont que tu peux faire. Et après, je pense que quand tu es acheteur, tu as bien conscience qu'il n'est pas le nez dans l'entreprise. Mmh. Mais c'est justement en tant qu'acheteur, c'est à toi un petit peu d'expliquer la problématique du moment. Maintenant, si la personne, elle est là à essayer plus de caler les produits qu'elle veut caler plutôt que de répondre à ce que tu veux, voilà. Donc
moi, quand j'avais en face des commerciaux qui d'abord essayaient de créer une relation, alors après, pas forcément amical, hein, d'accord, on est dans le business, hein, mais je dirais plus de partenariat, si tu veux. Moi, j'ai toujours parlé de partenariat parce que je trouvais que c'était le bon terme, c'est-à-dire on est deux entreprises, on a de Mmh. quoi faire de l'argent toutes les deux. Voilà. Même dans l'académique, ils doivent optimiser leurs dépenses, etc. Mais dans le privé d'autant plus. On est là pour voilà, faire un achat qui est bon, au bon prix, et voilà. Et je pense que ça, il faut pas qu'il y ait de quoi d'un côté, il faut pas qu'il y ait de quoi que de l'autre, parce que moi, en tant que cette fois-ci avec la casquette vendeur et même chef produit, j'avais des couacs de problématiques de vente qui avaient été faites au niveau de la vente et qu'il fallait Oui. rattraper ensuite. Donc, je pense qu'une bonne relation de partenariat, à partir du moment où on est avec une casquette, le but, c'est là, on est autour d'une table, le but, c'est de devenir un partenaire sur court, moyen, long terme, hein, ça dépend de l'achat. Tout de suite, c'est une vision un peu différente du rôle. Tu es acheteur, je suis vendeur, je suis là pour acheter, je suis là pour vendre. Et puis, Alors je suis obligé de rebondir sur ce terme-là, le terme partenaire, partenariat. On l'entend souvent, on l'entend. Alors, je ne doute pas qu'il y ait une part de sincérité quand on l'emploie et que ça a une vraie signification, mais pour moi, ça reste un petit peu galvaudé, dans le sens où, c'est quelque chose que parfois on met en avant, en essayant d'appâter l'autre, hein. Que ce soit le vendeur ou l'acheteur qui l'utilise, c'est une façon de dire, «Donne-moi un peu plus, quoi, hein, on est partenaires, sois sympa». Qu'est-ce que ça veut dire non, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement pour toi, alors le pour moi, partenariat? Comment ça se traduit concrètement? partenaire, c'est qu'il faut quand même une transparence sur les objectifs des deux entreprises. C'est-à-dire que voilà, moi, à chaque fois où il y a eu des couacs, je me suis aperçue, c'est qu'on avait occulté une information importante. Et il y a des fois, je ne sais pas si c'est l'historique, l'image de la vente en France qui est assez catastrophique, hein, quand même, faut bien le dire, parce que c'est pas toujours le cas dans d'autres pays. Déjà, le rapport à l'argent, il est différent. Il y a des pays où ça pose aucun problème de parler d'argent. Mais par exemple, moi, à chaque fois que je demandais le budget à quelqu'un, Ouais, il se elle le fait. cristallisait. Ah oui, Des fois, alors c'est quoi? Je dis que si je dis quelque chose, je vais être trop haut, trop bas, donc on dit rien comme ça. Or, des fois, c'était pas forcément dans le but ça y est, d'arriver dans le calcul de prix. C'est je mets où la fenêtre? Parce que des fois, quand tu vends des produits, tu as différentes catégories de gamme. Si le gars il a un budget pour acheter une Rolls, peut-être que voilà, tu peux lui vendre une Rolls. Maintenant, si c'est je ne vais pas citer de marque donc plus basse. la logique dans ce que tu dis, c'est pas la volonté de profiter un maximum de l'information, c'est plutôt de savoir calibrer ta vente? Oui, parce Déjà que peut-être sélectionner qu'on est bien en train de parler des mêmes choses, c'est-à-dire qu'il y ait pas une différence d'échelle entre ce que toi tu proposes et ce que le client peut se permettre de s'offrir? Ou on discutera, mais hein, de mais toute ouais, façon. c'est ça, Le OK. sujet viendra de toute façon à un moment donné, sinon tu Alors fais un qu'est-ce deal et que tu puis réponds aux acheteurs qui sont paralysés par cette question? Vraiment ça les gêne, à chaque fois qu'on leur pose, ils voient tout de suite le mal et par défaut, ils vont considérer que le commercial est là pour essayer de profiter de l'information pour optimiser ses marges, leur vendre le plus cher possible et cetera. Qu'est-ce que tu dis aux acheteurs pour les rassurer quand tu dis: «N'ayez pas peur de cette question finalement»? c'est s'ils veulent gagner du temps. Parce que cette question, elle viendra de toute façon. Mmh Si mh. tu veux, c'est que, si au bout d'un moment, en fait, tu fais tout le cahier des charges et cetera et tout, puis le commercial t'envoie ton offre et puis là que c'est 2 fois le budget que tu avais prévu, clairement tout le monde a perdu son temps. Le Ouais. commercial, il a fait un devis ou alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire d'autres devis et puis tu vas prendre celui qui se rapproche de ton budget, mais est-ce que ça sera le bon produit pour toi? Alors que ça se trouve, celui qui t'a fait plus cher, il aurait peut-être pu caler, voilà. Donc pour moi, c'est une perte de temps. Alors maintenant, si on veut se laisser, on va dire, la marge de manœuvre, mais d'un autre côté, Bah, c'est ce que j'allais te demander, l'objection le c'est de dire: «Mais commercial, il comment va la pas te faire dire: pour «Je vous le négocier?» fais à le commercial, il va pas te dire: «Je vous le fais à tel prix». Il y a des fois, même lui, il faut il réfléchisse à sa marge, le positionnement de prix et cetera. Et puis il y a des fois, si c'est un produit un peu technique, hein, ça peut prendre un petit peu de temps. Ouais. Mais clairement, il vaut mieux annoncer, on va dire, une tranche de budget
alors, bah, assez haute, on va dire, et voilà, instinctivement, le commercial va prendre la tranche haute, de toute façon, forcément. voilà, Mais ça laisse la marge de manœuvre à l'acheteur de mais ça pouvoir laisse la capter négociation. qu'il y avait une valeur basse et que c'est celle-là Voilà. qu'il faut atteindre. D'accord, OK, très bien, c'est Oui, clair. mais même après, voilà, moi, c'est ce que je dis. De toute façon, si je dis souvent à mes clients, c'est que si vous la valeur basse, elle est trop éloignée du prix que peut réellement faire le vendeur, ça va être la discussion, il risque même de se dire: «Mais attends, je suis mon produit, c'est pas de la camelote, quoi. Vous me parlez», tu vois? Il peut y avoir aussi une réaction du genre: «Mais putain, vous voulez acheter, moi, je vous en train de vous parler d'un super produit, puis vous me parlez d'un truc bas de gamme, quoi», donc En fait, tu es en train de dire que quand un acheteur, réduit trop ses prétentions, pour acquérir un produit, il laisse dans l'esprit du vendeur, le fait qu'il est en train de dénigrer la qualité de ce qu'il vend. alors, autant je parlais de la préparation, vendeur, autant je Ouais. pense qu'il y a une préparation acheteur. Ah bon! Ah ouais! Et la connaissance du marché, quand on a une bonne connaissance du marché, de savoir, voilà, le niveau de prix, alors si c'est par exemple des produits avec les quantités, en fonction des quantités et cetera. Si on a cette bonne connaissance-là, on est capable de se mettre dans le niveau bas. On le connaît, ce niveau bas. Après, peut-être qu'on voilà, on va mettre un niveau bas qui est une qualité inférieure, mais qui est, ouais, tu vois, que le niveau haut d'une qualité inférieure. Ouais, ouais, mais On je arrive à se mettre dans sa tranche. je Généralement, si on est complètement à côté de la plaque, c'est qu'on ne connaît pas son marché. alors, comment un acheteur fait pour connaître son marché? Ça, c'est Il son parle pas aux commerciaux? Comment il fait? Ah ben c'est son métier. Bah, après, il peut y avoir aussi, de discuter avec des confrères, de discuter et Ouais, puis après il y a des fois sur certaines matières premières, tu as quand même, les on a fluctuations. accès à l'information maintenant beaucoup plus Voilà, tu as facilement. quand même beaucoup d'informations. Tu as des logiciels aussi qui permettent de suivre les coûts, des matières premières, des choses comme ça. Après, moi, je leur dis bon, moi, dans mon domaine, je leur dis aussi de suivre l'actualité aussi des fournisseurs. Parce que forcément, des fois, ils vont faire des opérations, à des prix plus intéressants et cetera. Donc forcément, ça donne une petite idée de ce qu'ils peuvent faire sur certaines catégories de produits ou sur certaines marques. Moi, voilà, même en étant vendeur, tu connais tes prix, mais tu connais aussi toute la concurrence. Enfin, je veux dire, c'est pareil. Si tu Oui, es un ouais, bon ouais. vendeur, il faut que tu connaisses tes prix de la concurrence. C'est exactement pareil pour un acheteur. Voilà, il y a des fois, tu as des fabricants, enfin des fournisseurs qui vont avoir une gamme, de produits. Ils vont être très intéressants sur un produit, mais pas sur l'autre. Voilà, c'est Mmh. comme ça parce que, c'est voilà, ils ont sont pas peut être pas parfaits sur tout, mais après tu vas optimiser tes achats, enfin voilà. Donc après, c'est un peu moi je dis toujours, c'est un peu un travail d'orfèvre entre, se dire, «Bon, ben il me faut pas 12 000 fournisseurs, il faut que ça soit des fournisseurs avec qui j'ai confiance, je parlais de partenariat, c'est-à-dire qu'il y a une, on va dire oui, une transparence, parce que c'est pareil, tu peux avoir, là, on l'a vu, pendant Covid, bah, là, il y avait des quantités minimes sur les produits, enfin les produits à livrer, sur certains Mmh mh. produits, voilà. Bah, clairement, là, ça devenait un peu obscur de savoir qui allait être livré, qui allait pas être livré. Enfin, il y a eu vraiment une période difficile, à ce moment-là, même pour les commerciaux qui devaient presque faire des choix, pour leurs clients. Enfin, entre leurs clients. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même une certaine transparence. Si par exemple un fournisseur a un problème de fabrication, un lot défectueux, et cetera, qui va retarder, il vaut mieux, avertir, son client plutôt que, de se dire: «Bah tiens, on va attendre qu'il râle, parce qu'il a pas reçu son produit» ou, qu'il nous envoie un mail pour dire: Elle est où ma commande?» Voilà, il vaut mieux être transparent et je pense que c'est là où vient le partenariat et voilà, plus de transparence. Enfin, selon moi, en tout cas. D'accord. Alors, j'ai envie de te poser des questions, bah, on va pas dire plus philosophiques, mais, en tout cas, de retour d'expérience, voilà. Qu'est-ce que tu as appris dans les achats qui t'ont servi dans la vente? Quand tu es passé des achats à la vente, en fait, bon, tu avais déjà une expérience, même si tu l'avais pas complètement choisie par rapport à ce que tu as expliqué, mais, de quoi tu t'es servi pour avoir le sentiment d'être une meilleure vendeuse? Alors, au tout début, quand je suis passée la première fois d'achat à vendeur, c'était l'approche client.
Parce qu'à Ouais, l'époque, il y avait encore, alors ça peut-être un peu moins encore aujourd'hui, mais il y avait quand même le vendeur catalogue, hein. Le mec qui ouais. arrivait, alors je dis le mec, hein, mais maintenant c'est quand même beaucoup plus équilibré, mais dans le monde du laboratoire, il y avait beaucoup d'hommes, vendeurs à l'époque. C'était un peu, j'arrivais avec mon catalogue, enfin voilà, j'appelais ça de la vente catalogue À et donc l'ancienne. voilà, à l'ancienne, bon, c'était pas forcément ce que j'aimais le plus à l'époque et finalement, c'est avec ceux qui, avec qui on échangeait, sur ce qu'on faisait comme application, des choses comme ça, tu vois? Beaucoup plus des discussions Ouais, ouais, informelles, qui ouais, s'intéressaient un petit peu plus à ce qu'on faisait, qui finalement, même des fois me donnaient l'idée d'acheter des choses auxquelles j'avais pas pensé en fait, hein. C'était ça ouais. qui était je trouvais ça très, très bien et j'étais contente de l'acheter même si c'était finalement un achat en plus et donc du coup, je me suis dit, oui, quand je me suis mis en positionnement de vendeur, heu, un truc tout bête, mais il y avait des fois, il y a des choses, je quand tu commences à travailler, des fois le labo, tu peux pas, voilà, tu pars pas l'été, parce que tu as tes collègues qui partent en vacances. Toi, tout le monde, voilà, est parti en vacances sauf toi. Donc toi, tu es en septembre, tu es blanche comme un je sais pas quoi, tu vois, comme ça. Tu es là, tu es fatiguée, tu as travaillé tout l'été parce que tu as travaillé 2 fois plus pour rattraper le boulot des copains qui étaient partis en vacances et là, tu vois une commerciale magnifique, bronzée, elle a: «Oh, comment allez-vous? Vous avez passé de super vacances?» et tu es là donc il y a des fois, tu sais, tu te dis, «Ouais, regarde bien qui tu as en face de toi quand même parce que ça se voit quand même que j'ai pas la gueule d'avoir passé du temps en Ouais, vacances». elle a bossé un bon été, ouais, ouais, d'accord. Voilà, non, mais c'est un exemple, mais c'est pour dire, voilà, il y a des fois, c'est juste, regarder qui est en face de toi et essayer de comprendre un petit peu, là, tu parlais de philosophie, mais essayer d'un petit peu de comprendre dans quelle situation est la personne, quel est son statut dans l'entreprise, quelles sont ses, obligations, voilà. Est-ce qu'elle a toutes les mains pour décider? Parce que c'est pareil, si tu mets la pression sur quelqu'un à décider de l'achat, alors que cette personne-là n'a pas le pouvoir de décision, tu risques plus de la mettre dans mal à l'aise, plutôt que que ça se passe très bien. Donc je pense que c'est important ça de quand même aussi qu'il y a une relation humaine au départ, voilà et puis après une compréhension de ce que veut l'autre et après tu cales de toute façon ta vente. De toute façon sinon tu perds du temps. Si tu t'obstines à vendre quelque chose qui va pas s'imbriquer dans ce que veut la personne qui achète, ça ne marchera pas et moi je l'ai vu parce que, Ouais, ouais. on est on essayait de à un moment, j'avais dû acheter des bureaux pour mon labo. On m'a sorti des trucs, des Rolls de labo, de bureau, mais j'en avais rien à faire. Moi, nous, on était plus à la paillasse. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était on voulait pas de l'IKEA, mais on voulait du bureau, tu vois, basique, Mmh fonctionnel, mh. Mmh mh. et on nous sortait des trucs, et là, des fois, je me suis dit: «Mais» je disais rien, mais je me disais: «Mais elle a rien compris, moi, je m'en fous de tout ça», donc en fait, il était en train de me vendre, son truc, mais c'était absolument pas ce que je voulais, moi. Donc quand je suis passée commerciale, clairement, je me suis dit: «Ça, je vais éviter, quoi». Je ne veux pas voir ça, enfin, je ne veux pas avoir cette image-là vis-à-vis de la personne qui achète en face de moi, en tout cas. Voilà, en tout cas, c'est quand je me suis passée, après là maintenant, maintenant que j'ai été du côté, fournisseur, Mmh. mais chef produit, donc je connais bien les fournisseurs en termes de difficultés de fabrication, de choses comme ça. Parce que nous, en tant que distributeur, on stockait, mais on connaissait bien les difficultés, des fois de certains fabricants et qui n'étaient pas visibles forcément des clients. Parce que comme on stockait, Ouais, des ouais. fois, tant que notre stock était pas vide, les clients, pour eux, il y avait pas de problème, hein. Tout roulait alors que nous, on attendait des commandes et on commençait à voir le stock diminuer et on était bien, et donc ça, c'est pareil, là, par contre, j'essaye, toujours, de voir un petit peu, comment se positionne mon client pour Ouais. ce fournisseur-là. Est-ce que c'est sa stratégie, par exemple? Parce que clairement, quand tu es commercial, on va pas te demander de foncer, partout pareil. Hein, il y en a, on va te dire de consacrer du temps et d'autres un peu moins et forcément, si tu es pas dans la cible client, tu vas pas négocier, de façon optimale avec ce fournisseur-là. Donc, il y a des fois, c'est là où mon expérience, par contre de la vente, quand je suis redevenue acheteur, aujourd'hui en tant que consultante achat, c'est que j'essaye toujours de comprendre un petit peu comment se positionne le client,
et ça peut être, même région dépendant, hein, ça peut être commercial dépendant. Mmh. Ça peut être dépendre, est-ce que le commercial a fait son chiffre ou pas, tu vois? J'ai tout de suite cette vision-là, aujourd'hui que, bah, je pouvais pas avoir avant en tant qu'acheteuse, ça c'est clair. D'accord. Donc en fait, ton premier réflexe en tant que commercial a été de te comporter, heu, comme toi tu aurais aimé qu'on le fasse avec toi quand tu étais acheteuse quoi, finalement. Exactement. Et du coup, l'autre côté alors? L'autre côté, c'est-à-dire que tu es repassée du côté des achats, hein, le fameux double switch. Ouais, Donc que tu as appris dans la vente? Parce que tu bah, tu c'est sais ça. tu sais en parler, très généreusement et avec une très grande richesse. Qu'est-ce que du coup ça t'a appris quand tu es repassé aux achats? Qu'est-ce que tu as gardé de la vente et voilà, qu'est-ce que tu utilises finalement pour être Bah, c'est meilleure ça, acheteuse? c'est le en fait, je connais la personne qui est en face de moi. Alors je la connais pas la personne, mais je connais son métier. Je sais derrière ce qu'il va faire. Il va retourner faire son devis, que ça se trouve, il a enchaîné enfin, je connais sa vie en fait, ou Ouais, en tout d'accord. cas, je la Ouais, ouais. déduis, assez facilement et je sais que, par exemple, voilà, si je demande, à baisser un prix, par exemple, ou à négocier un prix, je sais qu'est-ce qu'il va devoir faire derrière, quelles sont les contraintes, quels sont, les freins, voilà. Donc tout ça, c'est en fait, comme je peux me mettre dans sa peau, Mmh. des fois ça j'anticipe les réponses qu'il attendrait ou qu'il ne pense pas lui-même peut-être poser, mais je l'aide à avoir donné les réponses pour Tu en avoir l'aides à bien faire son métier en fait, c'est ça! mais quand même dans un intérêt partagé et voilà. Voilà, OK, c'est OK. ça. OK. C'est-à-dire que si tu veux, si que je sais que, on arrive sur, par exemple, des quantités qui peut lui poser problème ou qu'il faut voilà, ou qu'ils ont besoin d'une visibilité de commande, par exemple. Quand tu demandes un prix et forcément, là, bah, s'il revient, en interne pour dire, «Bon, bah, elle veut un meilleur prix», on va dire: «Bah, combien elle achète? Combien, qu'est-ce qu'elle va acheter cette année? Est-ce que c'est cette année, l'année prochaine?» Enfin, tu vois? Et des fois, voilà, si je vois qu'il y a la question n'a pas été posée, je vais anticiper ce genre de choses et heu et puis après, clairement aussi, je peux pas me faire avoir avec, des discours aussi, des techniques basiques de vente, on me dit: «Ah oui, vous trouverez pas moins cher» ou je sais pas, enfin il y a des trucs, des discours qui sont tenus et que ça, non, heu, voilà, je n'ai pas, ça marche pas avec moi donc forcément ça canalise un petit peu aussi la conversation, quoi. D'accord et tu penses pas que le fait de connaître les 2 métiers, il y a pas un risque de te rendre tellement empathique parce que tu connais bien le métier de l'autre, que ça te rend moins exigeante? Non, parce que là, aujourd'hui, quand je suis consultante achat pour, des startups, des choses comme ça, je suis un objectif d'économie, de rentrer dans un budget donc non, clairement, je peux pas, c'est pas mon objectif. Maintenant, si par exemple, je sais que c'est ce fournisseur-là qu'il faut absolument, je vais Mmh. mettre tout en œuvre pour qu'en tout cas, qu'il ait, toute, la moindre réponse aux questions qui pourraient Voilà, bloquer. tout ce qu'il lui faut pour permettre d'atteindre tes objectifs. Exactement. Donc en fait, la connaissance des 2 métiers te rend plus efficace, Oui. mais pas forcément plus généreuse. En tout cas, pas moins exigeante, quoi. Non, 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 bah, en C'est-à-dire que général, les clients qui ont travaillé avec moi, ils sont surpris plutôt des des prix que j'obtiens parce que voilà, parce que, si tu connais un petit peu, même parfois ça m'arrive de connaître le commercial historiquement parce que quand tu as fait 25 ans que tu es dans le métier, hein, ce milieu est assez petit. Donc je sais comment il fonctionne, ça peut être aussi une question de région aussi, tu as des régions qui voilà, il y a plus de concurrence que d'autres, des fournisseurs qui vont être plus présents à certains endroits en France que d'autres. Donc en fait, j'adapte complètement, et il y a des fois même je dis à mes clients: «Ce fournisseur-là, on oublie ici. Dans votre région, on oublie parce que, je sais que, c'est pas couvert». Des fois, c'est carrément pas couvert par un commercial ou alors qui habite, à, 3 heures de là. Donc, bah, s'il a besoin de voir le commercial, il a intérêt de prendre rendez-vous très longtemps à l'avance. Donc, voilà, il y a aussi, j'adapte aussi un petit peu, en fonction de qu'est-ce qu'on va attendre du fournisseur et puis des choses tout bêtes, je vais regarder l'historique aussi. Par exemple, s'il y a des équipements déjà qui sont en place dans le laboratoire, je vais pas arriver avec une autre marque, tu vois, par rapport à la maintenance des appareils et cetera. Donc j'essaie pour ça que je te parlais de 360 parce que mmh mh.
J'essaye vraiment de raisonner, pas uniquement sur l'achat pur, ou alors, un autre exemple qui arrive souvent dans les startups, c'est que des fois, ils vont commencer avec un fournisseur qui va, pouvoir les livrer, ils sont super contents. Mais eux, tout d'un coup, ils vont faire un scale-up, quoi. Ils vont passer sur une étape, de production beaucoup plus important. Et puis tout d'un coup, ils vont dire au fournisseur: «Bon, maintenant, vous me livrez, je sais pas, au lieu de quelques grammes, quelques tonnes, quoi». Et puis là, le fournisseur, il va dire: «Mais moi, j'ai pas ça, je peux pas faire ça». Et là, c'est blocage. Du coup, ça veut dire changer de fournisseur, et cetera. Donc tout ça, c'est on va dire des choses à voir, à regarder. Après, on prend des décisions. Est-ce qu'on le prend pour, l'instant T, mais tout en sachant qu'il va pas pouvoir nous suivre? Voilà, le tout, c'est d'avoir toute cette visibilité et d'acheter en toute conscience, en fait, mais pas, voilà, même à un stade, de départ d'une entreprise, en fait. Parce que souvent, c'est le problématique des jeunes structures, quoi. D'accord. J'ai envie de te demander, parce qu'il y a une question que j'aime bien poser aux acheteurs et aux commerciaux, donc du coup, toi, tu auras droit aux 2, hein. C'est quand on vend, qu'est-ce qu'on achète? Quand on vend, qu'est-ce qu'on achète? Alors, tu veux dire quand je suis vendeuse, qu'est-ce que j'achète moi? C'est ça la question? Est-ce qu'il y a une démarche d'achat dans le fait de vendre, en fait? Si je le fais de plus Alors, généralement. quand je te disais de se mettre un peu dans la peau de l'autre, c'est un peu ça. Moi, pour moi, oui. C'est-à-dire que, j'ai des fois, alors c'est peut-être parce que j'ai eu ces plusieurs casquettes aussi, mais quand je vendais quelque chose, ça m'arrivait parfois de l'imaginer en train de l'utiliser. Tu vois? Ah! Tu Ouais, vois? d'accord. Ouais, Heu, ouais. alors j'ai été en plus vendeur instrumentation, donc j'ai fait les démonstrations, donc là, c'était encore plus concret pour moi, c'est-à-dire que, on manipulait, avec l'appareil, avec, les échantillons du client, et cetera. Donc là, je sais vraiment, je passais à quelque chose de concret. Mais oui, en général, j'essaye toujours de même là, aujourd'hui, tu vois, quand je fais des créations de laboratoire, je me dis pas, c'est pas juste sur un plan, le truc il va être là, le truc il va être là, c'est je regarde les portes, comment ça va circuler, combien de personnes vous êtes dans le labo. Tu vois, en fait, je suis, dans la vie du laboratoire aussi, donc en Tu fait, tu te mets tu te mets dans la peau de ton propre client ou tu es ta propre cliente? En je gros, voilà, est-ce que je m'achèterais est-ce que je vends suffisamment bien? Est-ce que je m'achèterais finalement? oui, C'est un peu ça l'idée? toujours dans l'esprit de se dire, voilà, si le client il achète un truc sur le papier, c'est bien le techniquement et c'est bien, le prix il est bien, et cetera, et que la personne quand elle ouvre la porte, ça tape, le collègue d'à côté ou un truc comme ça, ou que carrément on pourra pas ouvrir la porte parce qu'ils peuvent pas penser à tout les clients. Il y a des fois, Mmh, c'est mmh. voilà, et je l'ai déjà vu moi, combien de fois, quand je vendais, par exemple des congélateurs. Il y a des fois, si j'avais pas fait un travail de pousser, de savoir, par où va circuler tout le congélateur, je me suis retrouvée dans des situations pas possibles, hein, parce qu'il y a des fois, si tu t'en tiens qu'à ton rôle de vendeur, c'est, où est-ce qu'il faut le livrer? Qu'est-ce que vous voulez? Cahier des charges techniques, où va être livré l'appareil, et puis, basta. Après, c'est le problème du client. Pour certains, D'accord. voilà, et moi, j'ai toujours été, au-delà de ça, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'achète quelque chose pour mes clients, si le vendeur ne fait pas ce travail-là, je le fais pour lui, en fait. Je vais plus loin et entre guillemets, «je l'amène» à aller voir un peu plus loin, et à voir si on a pensé à tout, et voilà, qu'il y ait pas de mauvaise surprise, quoi. Est-ce que la logique peut être, enfin, on peut la penser dans l'autre sens? C'est-à-dire que quand on achète, qu'est-ce qu'on vend? En fait, moi, je pense que la frontière entre les 2, elle existe plus chez moi. J'ai comme C'est pour ça. je pense que j'ai vraiment pris, d'expérience de chaque, et aujourd'hui, j'ai une casquette qui est un peu intermédiaire, en fait, et mais demain, je dois vendre, et d'ailleurs, je vends mes prestations, donc Ah, je me mets en tant que vendeuse, mais voilà, donc je suis obligée de vendre, d'avoir cet acte de vente, mais voilà, je pense que j'ai cette, petite casquette-là où, voilà, si je vois que ma prestation, elle est pas utile au client ou que je vais rien lui amener, je vais pas vendre, ça m'intéresse pas.
Ça Mmh. m'intéresse pas. Alors que oui, sur le papier, tu te dis: «Ah bah ouais, mais il faut que tu vendes, il faut que tu fasses du chiffre d'affaires pour ton entreprise et cetera». Mais pourquoi? Parce que, bah, demain, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les choses comme ça, demain tu vends quelque chose et la personne finalement est pas satisfaite, c'est, tu te fais dézinguer, en 2 secondes, c'est enfin et quand tu étais moi dans le milieu du laboratoire, c'était un milieu enfin c'est un milieu très petit. Quand tu étais commercial, quand tu changeais de société, tu restais dans le même domaine. Donc si tu étais Mmh. grillé auprès d'un client, même si tu changeais de société, le client il a pas oublié le commercial et même si tu as changé de boîte, surtout s'il estime que c'est une responsabilité que tu as eue en tant que vendeur et non pas, voilà, liée à ton entreprise, pour X raisons, quoi. D'accord, d'accord. Donc est-ce que tu recommanderais aux vendeurs d'apprendre le métier des achats? Et à l'inverse, est-ce que tu recommanderais aux acheteurs, d'apprendre à vendre? Ouais, je leur apprendrai à ce qu'il y ait plus cette frontière, invisible, mais qui existe, ouais, je pense que, ouais, des 2 côtés, il y a, un vie ma vie à faire, hein. C'est un peu mon Ouais, exemple, d'accord. je sais pas si ça enfin, moi je l'ai jamais fait, hein, mais parce que j'en ai fait, hein, des formations de vente, hein. J'en ai fait et des plus ou moins farfelues d'ailleurs, mais Et on parle des achats dans les formations de vente? ah non, non, on parle du client. Ah oui, mais on parle pas de l'acte d'achat Ah ben non, on parle du client, on et on parle devrait. alors on parle de couleurs, de tout ce que tu veux, mais de Ah voilà, oui, 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 d'accord, donc de tout un profilages, en fait, comportementaux, mais on ne parle pas de leur manière d'acheter, la manière dont les clients apprennent à acheter. Ça, on n'en non, parle pas dans les non, formations non, de non, vente. non. Enfin pas dans les formations que j'ai faites. Non, non, Et pas tu du penses tout. qu'on devrait? Oui, en tout cas, je pense qu'il faudrait, une connaissance du métier. Qu'est-ce qu'ils apprennent les acheteurs aujourd'hui, quand ils vont à l'école des acheteurs? Parce que clairement, tu regardes n'importe quelle formation, même basique sur les achats, je suis sûre qu'il y a plein de commerciaux qui découvriraient plein de choses. Mais je peux te le confirmer, oui. Un exemple concret, alors là des 2 côtés, que je vois souvent, c'est des conditions générales de vente. Ouais. Je pense qu'une grande majorité des commerciaux ne lisent jamais leurs conditions générales de vente. Tu veux dire leurs propres conditions générales de Oui, vente, ils ne les bien connaissent sûr pas? Ouais, d'accord, ouais. Et et les acheteurs, ils connaissent leurs CGA, leurs conditions générales d'achat? alors, bah, Pas j'espère, tous? mais par contre, ils regardent pas toujours les conditions générales de vente, des fournisseurs, dans le détail en En tout cas. en pensant que leurs conditions générales d'achat, prévalent sur les conditions générales de vente? Parfois, ouais. Ouais, Parfois. Mais d'accord. tu vois, par exemple, pour les livraisons, moi, des fois, je leur dis: «Mais regardez, des fois, dans les conditions générales de vente, c'est indiqué pour les livraisons. Qu'est-ce qui est, pour les réclamations, les choses comme ça». Je dis: «Si c'est pas Mmh. indiqué, bah, faut demander». Enfin, voilà, c'est des choses comme ça, et non, non, il y a des fois, il y a des méconnaissances même au niveau, il y a des fois, il y a des acheteurs qui posent des questions aux commerciaux qui sont, on va dire, purement administratifs et ils sont obligés même, tu vois, des papiers, des fois, tu dois te faire, enregistrer comme fournisseur. On va te demander, des documents. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un mail, ils demandent les trucs, ils donnent les prend les documents, ils redonnent et c'est voilà, ils savent pas pourquoi c'est fait, ils savent pas pourquoi c'est demandé, voilà, bah, de toute façon, un exemple, c'est les appels d'offres. Dans un Mmh mh. appel d'offres, on va jamais alors bon, c'est des fois dans les petites structures, oui, parce que moi je l'ai déjà fait, mais c'est rare qu'on va demander au commercial de faire la partie administrative de l'appel d'offres, par exemple. Alors qu'en voilà, en face, tu as un acheteur, bah, il va regarder l'ensemble des documents, hein. Il va pas, il y a l'aspect technique qui va sûrement être envoyé, celui qui veut le produit, mais en tout cas, le dossier va être regardé dans sa globalité. Donc, alors que le vendeur, en général, on va lui demander au mieux le mémoire technique, et sinon la partie commerciale, quoi. D'accord, donc ça veut dire qu'il est dans un acte de vente qui est incomplet. En tout cas, il lui manque une partie de l'information que l'acheteur, lui, a et qu'il a analysée. Oui, on commence à le voir, avec, les critères de développement durable dans les appels d'offres. Mmh C'est mh. typiquement un côté, administratif, hein, presque, parce qu'on demande des rapports de durabilité et cetera. Ça, les vendeurs, pour moi, en grande majorité, ne sont absolument pas au courant de ce que font leurs entreprises dessus et du Mmh. coup, bah, tu réponds à l'appel d'offres, tu machin, puis tu vas perdre l'appel d'offres pour quelques points parce qu'il y a un confrère qui a fait,
il a un rapport de durabilité meilleur que le tien. Et souvent, le commercial, il a fait son job, tu vois, il a fait son offre commerciale, il a fait tout ce qu'il fallait. Et puis, tu peux te faire bananer là-dessus. Donc, clairement, aujourd'hui, là, par contre, moi, ça m'est arrivé de faire des formations pour des vendeurs pour leur donner un peu un vernis sur ce qu'attendent les acheteurs sur cette partie-là, même si ça peut paraître purement documentaire, administratif, etc. Rien qu'en termes de vocabulaire, si tu es acheteur et en face de toi, tu commences à parler de quelque chose, puis tu as le commercial qui est là. Il ne maîtrise pas trop le sujet. Alors, on ne lui demande pas de maîtriser à 100%, mais tu vois tout de suite, il ne connaît pas le sujet. Donc, tu fais, tu peux m'orienter sur il y a bien quelqu'un qui s'occupe de ça chez vous. Est-ce que vous pouvez m'orienter sur cette personne, quoi? Et là, D'accord, forcément. donc on va envoyer les vendeurs dans les formations achats. Heu, est-ce que Non, mais un vie ma vie, ça peut être une sorte de vie ma vie, ça peut être mettre dans la peau d'un acheteur, ça peut être plus parlant, ouais. est-ce que tu as un dernier conseil à adresser, à nos amis acheteurs et vendeurs, maintenant qu'ils sont les meilleurs amis du monde? Moi, je dirais que malheureusement, en France, la démarche de la vente est très mal perçue. Là, on le voit aujourd'hui avec LinkedIn. Alors malheureusement, ça a été mal fait, avec les vendeurs de tout et n'importe quoi, ça a été mal fait et je pense qu'on n'avait pas besoin de ça au niveau de l'acte de vente. Ouais. Les réseaux sociaux font que, on fait de la vente, bourrin, ce que j'appelle la vente bourrin. Offensive, ouais. Mmh. Voilà, c'est un peu tu raison, c'est plus poli ça. Mais du coup, alors que je pense qu'aujourd'hui la vente n'avait pas besoin de ça, parce que justement, je pense qu'il faut un petit peu, arrêter cette vente, je veux vendre et puis après, on se préoccupe pas de ce qui se passe. Et inversement, ne pas considérer les vendeurs, comme uniquement, quelqu'un qui va être là pour faire du fric et te fait te me te enfin qui son but numéro un, c'est t'arnaquer, quoi, tu vois? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Voilà, il y a du mauvais dans des 2 côtés, il y a des acheteurs qui sont très, heu pas correct vis-à-vis des vendeurs. C'est-à-dire des vendeurs qui vont avoir fait bien leur job et puis qu'ils vont acheter ailleurs pour, Ouais. 50 centimes, hein, en occultant complètement le travail qui a été fait. Et puis inversement, tu as des vendeurs qui, vendent et puis après ils se disent: «Ouais, moi c'est pas mon problème s'il est pas content, quoi. Moi j'ai vendu, je lui ai vendu ce qu'il voulait acheter et c'est pas mon problème si ça lui convient pas». Tu vois ce que je veux dire? Donc Oui, oui, donc en gros, moi, ce que je comprends, c'est que c'est pas parce qu'il existe ou il existera toujours des vendeurs profiteurs ou des acheteurs malhonnêtes, les termes sont un peu forts, mais au moins on les comprend bien, que forcément, il faut être tenté de faire pareil et que si on n'a pas le courage de montrer l'exemple, il y a rien qui changera jamais, en fait et on ne redorera pas le blason, de la vente auprès du grand public ou même auprès des acheteurs et l'inverse est vrai aussi. Les achats seront toujours perçus comme du cost killing ou comme une espèce d'affirmation de pouvoir où on cherche à obtenir, au-delà du raisonnable. oui, D'accord. c'est ça fait Il faut oser, donner un peu de comment je pourrais dire? De noblesse, redonner de la noblesse dans ces métiers. oui, c'est pour ça que pour moi, il faut orienter. Alors, bon, comme tu dis, partenariat, ça a peut-être été un peu trop utilisé, mais en fait, il faut les lignes convergent vers un point commun. Si tout le monde est campé, sur, «Je veux ça, je veux ça, je veux ça», puis de toute façon, c'est lui qui est comme ci, c'est lui qui est comme ça et moi je suis bien et lui il est pas bien. Alors c'est vrai que moi ça m'arrive souvent de commenter là-dessus, d'ailleurs je crois comme ça que c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, en commentant sur Ouais. un post LinkedIn. Ouais. Et des fois, je suis là, il y a peut-être une autre vision des choses quand même. Alors, du coup, je peux intervenir sur des posts qui parlent de vendeurs vis-à-vis des acheteurs et des acheteurs Ouais. vis-à-vis des vendeurs, en disant: «Ah, il y a peut-être quand même un truc un peu intermédiaire et mettons pas tous les œufs dans le même panier». Et ouais, je pense il faut penser un petit peu différemment et je pense que plus on pensera comme ça et plus on arrivera, toutes ces vendeurs, acheteurs, on va dire, old school, de la old époque, et arriver à quand même des relations mais business, hein, moi on est d'accord, hein, le but c'est du business. Voilà, le vendeur va pas vendre aussi cher qu'il voulait, l'acheteur va peut-être pas acheter
au prix où il voulait, et cetera. Enfin, en tout cas, mais le but, c'est de trouver, le bon produit, le bon fournisseur et au bon prix. Et le vendeur, bah, le client qui va acheter et pour lequel on aura quand même, on va pas, on va vivre derrière ou tout le monde sera payé derrière, voilà, c'est tout. Donc ton double switch te permet de te positionner comme une, ambassadrice pour, redonner les lettres de noblesse, au métier de la vente et au métier des achats, quoi. En tout cas, on a besoin de personnes comme toi pour que, la vision des métiers et la pratique des métiers évolue vers ce que tu as expliqué, avec beaucoup d'exemples et beaucoup de richesse, et pour ça, je te remercie énormément. Sandrine, où est-ce qu'on peut te retrouver? Si on cherche à te contacter pour est-ce qu'on a un labo à monter avec des tarifs négociés? Puisque tu l'as dit, hein, le métier, c'est de connaître le marché et tu connais extrêmement bien le marché sur lequel tu te positionnes. Où est-ce qu'on peut te contacter? Le plus simple pour de Essentiellement, c'est LinkedIn, hein, c'est, Sandrine Fouché, hein, des Starty Labo. Bah, d'ailleurs, c'est, Sandrine Fouché, eh sur ben, on mettra le lien vers ton profil en commentaire. voilà, donc bah, c'est le plus simple pour me contacter, soit par message privé, sinon il y a le lien vers, ma page où on peut voir tous les services, voilà, donc parce que j'ai Et j'ai je peux plusieurs. en témoigner, tu réponds très vite. Ouais, alors ça a toujours été, même en étant commercial, Bien placé. voilà, je pense aujourd'hui le mot réactivité me suit depuis 25 ans et je pense que oui, ça fait partie de mes. Voilà, c'est intrinsèque, hein, je me force pas pour le faire, donc tout va bien. Oui, donc essentiellement LinkedIn, et puis, voilà, donc tout ce qui est création de laboratoire, renégociation des tarifs fournisseurs forcément, parce que là, je les connais bien et voilà, et puis ça m'est arrivé même de former des lab managers, qui n'avaient jamais acheté pour leur donner un premier vernis, et donc je donne mon vernis, tel qu'on le présente depuis le début de cette interview où, voilà, je les mets pas seulement dans un rôle d'acheteur, voilà, c'est ma vision d'acheteur que je leur transmets, en fait. De la manière dont tu l'as expliqué, je pense que ce premier vernis va donner envie à pas mal de monde. Donc je te remercie beaucoup. Merci à toi, Olivier, hein, de faire partie des personnes, je pense, qui cherchent aussi à faire évoluer, la relation acheteur-vendeur. Donc, bah, je suis ravie aussi d'avoir, rencontré un homologue de cette pensée. Et je pense qu'on est quand même quelques-uns sur LinkedIn et on est en train de se Je reconnaître. te confirme, il y en a quelques-uns, on va les trouver et on va s'unir pour faire évoluer les métiers. Merci Exactement. beaucoup Sandrine. Merci beaucoup, Olivier, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous êtes un professionnel de la vente, des achats ou peut-être les deux, vous êtes le bienvenu dans ce podcast. À bientôt.